En 1817, l'économiste Thomas Malthus a posé une question qui reste fondamentale encore aujourd'hui. Quelles sont les causes de la richesse et de la pauvreté des nations? Il disait que c'était la plus grande de toutes les enquêtes. Oui, et c'est justement dans cette grande enquête qu'on plonge aujourd'hui. Notre source, c'est un livre qui propose une réponse, disons, qui ne laisse personne indifférent. On parle de IQ and the Wealth of Nations. Ah oui, Et notre mission, ça va être de décortiquer sa thèse centrale, une idée qui va vraiment à contre-courant de beaucoup de théories. c'est l'idée que l'intelligence moyenne d'une population serait un facteur clé, peut-être même le facteur clé, de sa prospérité. Exactement. C'est une idée qui heurte de front l'hypothèse de base de plein d'organisations internationales. J'ai en tête cette phrase de Kofi Annan. Oui, Il disait que l'intelligence est une marchandise également répartie entre les peuples du monde. Ce livre dit tout le contraire. c'est le postulat inverse. Précisons bien, notre but ici, ce n'est pas de valider ou d'invalider cette thèse, mais de comprendre la logique, les arguments. On va explorer la mécanique de la pensée des auteurs. Alors, par où on commence? Quelle est l'idée de départ? L'idée de départ, c'est de dire que les théories économiques traditionnelles, elles oublient une variable essentielle, La psychologie. ou plus précisément, les capacités cognitives des populations. Pour les auteurs, l'écart de richesse entre les pays ne s'explique pas seulement par la géographie ou les ressources, mais en grande partie par les différences de quotient intellectuel, le fameux QI. D'accord. Mais intelligence, c'est un mot un peu fourre-tout. De quoi on parle exactement dans ce livre? J'imagine qu'on ne parle pas de culture générale ou de sagesse. Non, absolument pas. Le livre s'appuie sur un concept très spécifique de la psychométrie, le facteur G, Le facteur G? pour intelligence générale. Il faut voir ça comme la puissance de traitement brut du cerveau. Ce n'est pas une compétence particulière, mais la capacité qui nous permet d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes nouveaux. Et le QI? Ce serait la mesure de cette puissance? On connaît l'échelle, 100 c'est la moyenne, mais là où ça devient vraiment le cœur de l'argument, c'est quand ils appliquent ça à des pays entiers. Là que ça devient percutant. En compilant des centaines d'études de QI à travers le monde, les auteurs estiment des moyennes nationales. Selon leurs calculs, les peuples d'Asie de l'Est, chinois, japonais, coréens, se situeraient autour de 105. 105, d'accord. Les peuples d'origine européenne seraient à la moyenne de 100. Et pour les autres régions, ça donne quoi? Alors pour les peuples d'Asie du Sud et du Sud-Ouest, on serait dans une fourchette entre 78 et 90. Et pour les peuples d'Afrique subsaharienne, la moyenne avancée par les auteurs se situe entre 65 et 75. Waouh, attendez. Ces chiffres sont très précis et les écarts sont énormes. Le livre les présente vraiment comme des faits établis, pas juste des estimations avec de grosses marges d'erreur. C'est un point absolument crucial. Les auteurs consacrent une bonne partie du livre à défendre l'idée que ces différences ne sont pas des erreurs de mesure ou des biais culturels, mais qu'elles reflètent des différences cognitives réelles. Et significative. Donc tout leur édifice repose là-dessus. C'est la prémisse fondamentale. D'accord. Alors, avant d'appliquer ça à des nations entières, ce qui est un saut conceptuel énorme, est-ce que ça tient la route au niveau d'un seul individu? Est-ce que le livre montre vraiment qu'un QI plus élevé mène à un meilleur salaire? Oui, il commence par là. Il cite de nombreuses études, surtout sur des populations occidentales, qui montrent une corrélation positive entre le QI et les revenus. Le coefficient moyen tourne autour de 0,34. 0,34. Honnêtement, ça ne sonne pas si énorme que ça. On a l'impression que c'est une petite curiosité statistique, non? Ça peut paraître abstrait, oui. Mais c'est là que les exemples concrets deviennent parlants. Le livre en donne un qui est assez frappant sur des conscrits américains de la guerre de Corée. Ah oui, des années plus tard. On a regardé leurs revenus. Ceux qui faisaient partie du top 20% en termes de QI gagnaient en moyenne 34% de plus que la moyenne nationale. 34% de plus. Et à l'inverse, ceux du bottom 20%, y gagnaient 34% de moins. Ah oui, quand même. L'écart est de presque 70% entre le haut et le bas du panier, c'est vertigineux. Ça voudrait dire que des tests passés à 18 ans peuvent prédire des trajectoires de vie aussi différentes. Mais quel est le mécanisme? Pourquoi ça se passe comme ça d'après eux? Il y a deux raisons principales. La première, c'est ce qu'ils appellent la capacité de formation, la trainability. La capacité à être formé. C'est ça. L'idée est simple. Une personne avec un QI plus élevé apprend plus vite. Pour une entreprise ou une armée, c'est un calcul économique. Ça coûtera moins cher de former quelqu'un d'un QI de 115 pour une tâche complexe.
Il y a cet exemple de l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale qui est assez dingue. Oui, racontez. Ils ont vu que 95% des recrues du décile supérieur de QI réussissaient la formation de pilote. 95%. C'est énorme. Et pour le décile inférieur, à peine 20%. D'un coup, le QI devenait un outil de tri ultra efficace pour eux. Exactement. Et la deuxième raison, c'est la compétence professionnelle. Le livre affirme que le QI est le meilleur prédicteur de la performance au travail. Bien meilleur que les diplômes ou l'expérience. Et c'est plus vrai pour les jobs complexes, c'est ça? Tout à fait. Pour un poste de direction ou d'ingénieur, la corrélation est très élevée, autour de 0,58. Pour un métier simple, répétitif, elle est bien plus faible, 0,23. Donc, si je comprends bien, l'intelligence ne serait pas juste un petit plus, elle deviendrait le facteur dominant de la performance, surtout quand la complexité augmente. C'est exactement ça. En gros, une main-d'œuvre plus intelligente est simplement plus productive, plus innovante. D'accord. Donc, à l'échelle d'une personne, le lien semble clair, selon la source. Mais c'est un saut énorme de passer de l'individu à un pays de millions de personnes. Comment est-ce qu'il justifie ce passage à l'échelle? Il le justifie en montrant que la corrélation se maintient et même qu'elle s'amplifie au niveau macroéconomique. Il présente des corrélations très fortes entre 0,50 et 0,70 entre le QI national moyen et le PIB par habitant. Et ça sur une longue période en plus. Oui, de 1820 jusqu'à la fin du XXe siècle. Et ce qui est fou, c'est que cette corrélation semble devenir de plus en plus forte avec le temps. Oui, et ça, c'est un point clé de leur argumentation. En 1820, le QI national n'expliquait que 29% des différences de revenus entre les pays. En 1998, ce chiffre monte à 52%. Plus de la moitié. Oui, leur interprétation, c'est que dans une économie de plus en plus basée sur le savoir, les capacités cognitives deviennent l'avantage comparatif par excellence. La matière grise devient plus importante que les matières premières. Et comment est-ce que cette théorie se positionne par rapport aux autres, comme la théorie de la convergence, l'idée que les pays pauvres devraient rattraper les riches? Ils disent que cette théorie est vraie, mais seulement pour un club très sélect, le club des QI élevés. C'est-à-dire? Le Japon, la Corée du Sud, l'Irlande, une fois que ces pays ont eu accès aux bonnes institutions, leur capital humain cognitif a permis un rattrapage fulgurant. Mais pour les autres, le livre soutient que l'écart a plutôt tendance à se creuser. Mais le QI seul ne suffit pas, s'il faut. Le livre insiste beaucoup sur le système économique. C'est l'autre moitié de l'équation. C'est absolument central. Pour les auteurs, une population à QI élevé, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est un potentiel. Voilà. Pour que ce potentiel se transforme en richesse, il faut un système qui le libère. Et pour eux, ce système, c'est l'économie de marché. Il donne l'exemple de l'Allemagne d'après-guerre, Ludwig Erhard, la libéralisation, le miracle économique, pendant que la Grande-Bretagne stagna avec ses nationalisations. Et l'exemple encore plus extrême, c'est la Corée. Même peuple, même culture au départ. Au sud, une économie de marché qui a permis au potentiel de s'exprimer de manière spectaculaire. Et au nord. Au nord, une économie planifiée qui l'a complètement étouffée. Si on suit leur logique, le capitalisme n'a pu fonctionner si brillamment au sud que parce que la population avait ce fameux potentiel de départ. C'est une affirmation très, très forte. Mais ça me fait penser à un cas qui semble faire exploser leur théorie. La Chine. Ah, la Chine. Pendant des siècles, une avance technologique folle, la poudre, la boussole, une population que le livre classe avec un QI élevé. Et pourtant, c'est la petite Europe qui a fait la révolution industrielle. Comment ils expliquent ce paradoxe? C'est un des points les plus fascinants. La réponse du livre, ce n'est pas un manque d'intelligence, mais un problème de système. La Chine était un empire immense, unifié, centralisé, autoritaire. L'État contrôlait tout. Exactement. Il n'y avait pas de place pour l'initiative privée, pour une classe d'entrepreneurs. L'innovation existait, oui, mais elle était au service de l'empereur, pas du marché. Alors que l'Europe, c'était le chaos. Une mosaïque d'États, de principautés, tous en compétition. Et cette fragmentation, selon le livre, a été sa plus grande force. Si un inventeur était bloqué par un roi, il pouvait traverser la frontière et proposer ses services aux concurrents. Cette compétition politique aurait créé un espace de liberté pour l'économie de marché? C'est exactement l'argument. L'intelligence, c'est le moteur, mais l'économie de marché, c'est la transmission. Sans la transmission, le moteur le plus puissant tourne dans le vide. La Chine avait le moteur, mais pas la transmission. L'Europe avait les deux. C'est ça. Bon, si on suit leur logique jusqu'au bout, le tableau pour l'avenir est assez pessimiste, non? Si ces différences sont réelles et, comme ils le suggèrent, en partie génétiques et donc stables,
Ça veut dire que les inégalités mondiales sont une sorte de fatalité. C'est le diagnostic assez sombre du livre, oui. Les auteurs pensent qu'il est peu probable que l'écart se comble, de lui-même. Mais ils ne s'arrêtent pas là, puisqu'une partie du QI est aussi influencée par l'environnement, ils proposent des pistes. Et la plus importante pour eux, ce n'est pas l'éducation, étonnamment. Non, c'est la nutrition. C'est présenté comme le levier le plus puissant et le plus rentable. Améliorer massivement la nutrition des femmes enceintes et des jeunes enfants dans les pays en développement. Pour assurer un développement cérébral optimal. Voilà. C'est un point intéressant car on pense à la nutrition en termes de santé physique, mais ici c'est vu comme un investissement direct dans le capital cognitif d'une nation. Le livre aborde aussi un autre point encore plus délicat, celui de la fertilité digénique. Oui, c'est un concept controversé. C'est l'observation statistique, dans beaucoup de pays, que les personnes moins éduquées, que les auteurs corrèlent à un QI plus faible, ont tendance à avoir plus d'enfants. Ce qui, mathématiquement, pourrait faire baisser le QI moyen sur le long terme. Et donc, selon leur logique, freiner le potentiel de développement. C'est une vision assez déterministe, c'est vrai. Et pourtant, la conclusion morale du livre est surprenante. Totalement inattendue. Après avoir dressé ce tableau qui semble presque scellé, ils n'appellent pas un repli sur soi. Au contraire, ils appellent à un nouveau code moral international. Comment ça? Et durable, alors l'aide au développement ne peut plus être un simple coup de pouce temporaire. Elle devrait devenir une obligation permanente, une sorte de redistribution sociale, mais à l'échelle mondiale. Un peu comme on le fait à l'intérieur d'un pays pour soutenir les moins favorisés. C'est l'idée. En résumé, la source qu'on a explorée propose un modèle où le hardware cognitif d'une population est la fondation. Le software, le système économique, les institutions, est crucial. Mais sans le bon hardware au départ, les performances resteront limitées. C'est une thèse dure, mais qui a le mérite de poser une question fondamentale. Ce qui nous laisse avec une pensée pour la suite. Si on acceptait cette prémisse, ne serait-ce que comme expérience de pensée, comment cela devrait-il réorienter radicalement les priorités du développement international ? Est-ce que le meilleur investissement pour un pays pauvre serait encore de construire un pont, ou bien serait-ce de s'assurer que le cerveau de chaque enfant qui naît reçoit absolument tout ce dont il a besoin, iode, fer, protéines, pour atteindre son plein potentiel cognitif ? Ça change complètement la perspective sur ce que aider veut dire.